Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier James Woody, monsieur le pasteur, pour cette invitation et vous dire mon plaisir, ma joie aussi d'être présent dans ce lieu pour vous présenter quelques acquisitions, mais surtout deux acquisitions qui vont nous occuper ce soir. Et quand monsieur le pasteur m'a téléphoné il y a quelques semaines, je me suis dit que finalement c'était intéressant de parler de tableaux qui viennent de rentrer dans la collection du musée Fabre, non pas tous ceux que vous venez de citer et qui sont bien connus et qui font partie vraiment, je dirais, des grands chefs-d'œuvre connus de façon internationale dans la collection du musée Fabre, mais précisément des tableaux qui, pour l'un, est entré dans les collections il y a une vingtaine d'années et pour l'autre, il y a quelques mois. Donc c'est évidemment quelque chose de très ancré dans l'actualité. Et ce qui me permettra aussi de vous donner quelques indications, puisque vous m'aviez demandé de le signaler par la même occasion, la façon dont ces œuvres rentrent aussi dans la collection. Pourquoi elles y rentrent, comment elles y rentrent, et finalement comment elles intègrent une collection publique. Alors, je voudrais, peut-être on va regarder la première diapositive. Alors moi je la vois là, mais vous la voyez sans doute mieux. Voilà, d'abord je voudrais vous parler de l'auteur du tableau que nous avons acquis en novembre dernier, donc c'est Charles Glair. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que Charles Glair, c'est pas effectivement les noms Rubens, Courbet, les grands peintres que vous avez cités, peut-être que Charles Glair aujourd'hui est un petit peu oublié. Mais vous allez voir que c'est un artiste qui méritait pleinement de faire son entrée dans les collections du musée. Il y avait déjà un portrait qui avait été offert au musée Fabre il y a au début du XXe siècle, je crois que c'est en 1902, un portrait joli mais relativement modeste, tandis que là, le tableau que nous avons acheté est vraiment une œuvre importante. Alors, qui était Charles Glair ? Parce qu'on peut d'abord se poser la question, finalement, qui était Charles Glair ? Alors Charles Glair est né en 1806 à Chevilly, dans le canton de Vaud, au pied du Jura. Son père était cultivateur, mais très lettré et très passionné par les arts. En 1818, orphelin de père, il poursuit ses études de dessin à Lyon. Il arrive à Paris en 1825 et il fréquente un atelier qui était très repéré à ce moment-là. Beaucoup d'artistes se sont formés chez Louis Hersan, qui était un membre de l'Institut. C'était vraiment, je dirais, l'atelier qu'il fallait fréquenter si on voulait concourir et intégrer l'école des Beaux-Arts. En 1828, précisément, il ne peut pas vraiment intégrer l'école des Beaux-Arts et concourir pour le fameux prix de Rome parce qu'il est de nationalité suisse. Donc il n'est pas citoyen français. Alors il fait quand même à ses frais un important voyage en Italie. Il passe par Genève, par le Simplon, il s'arrête à Parme, à Bologne, à Florence, et puis là il va rester 5 ans en Italie, 5 ans à Rome, où il va parfaire son éducation, au contact des grands maîtres de la Renaissance, de l'Antique. Et puis en 1833, alors il fréquente aussi le milieu de la Villa Médicis à Rome, qui était à ce moment-là incontournable, et donc Charles Glair a été tout à fait en contact avec les grands noms, les pensionnaires français de la Villa Médicis. En 1833, et ça c'est important, vous allez comprendre pourquoi, il rencontre un Américain qui s'appelle John Lowell, qui est une grande famille d'industriels de Boston. Et là, ce Lowell l'engage pour être dessinateur, pour faire un immense voyage, un périple qui va le conduire de l'Italie du Sud, en Grèce, en Asie mineure et enfin en Égypte. Voilà, ça c'est la grande aventure de la jeunesse de Charles Glair, c'est d'avoir fait un voyage extraordinaire en Égypte de plusieurs années, un voyage d'ailleurs, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais très éprouvant. On a la chance d'avoir des notes, des carnets. Il a énormément dessiné, il a énormément fait d'aquarelles. Tout ce fonds a été donné, ces centaines de documents ont été la propriété de ce Lowell, qui d'ailleurs maintenant, toutes ses œuvres sont dans le fonds Lowell à Boston. En 1835, il remonte le Nil, il admire donc toutes les ruines pharaoniques, il va jusqu'au Soudan, il multiplie, comme je vous l'ai dit, les aquarelles.
de tous ces sites merveilleux. Il capte la couleur locale, les figures, surtout l'extraordinaire lumière qui le frappe beaucoup. Et d'ailleurs, on va en arriver à ce magnifique tableau. Et puis, fin 1837, très éprouvé par ce très long périple, il va rentrer à Paris. Et là, il va essayer de trouver sa voie, finalement, et il est révélé au Salon à Paris en 1843 avec ce très beau tableau qui s'appelle « Le soir ou les illusions perdues ». Alors c'est un tableau qui est accepté à l'unanimité par le jury du Salon et qui rencontre vraiment à ce moment-là, en 1843, il faut vous imaginer en 1843, sous la monarchie de Juillet, l'événement du Salon, entre autres, c'est ce tableau de Charles Gleyre, Le soir ou les illusions perdues. Alors c'est un tableau très audacieux qui bouscule la hiérarchie des genres, parce que c'est un genre un peu hybride. Alors vous savez qu'à ce moment-là, il y avait le paysage, il y avait le portrait, il y avait la peinture d'histoire, qui évidemment était le sommet de la hiérarchie de la peinture. Et Gleyre a envie d'innover, il a envie de créer finalement quelque chose qui lui appartienne en propre, qui soit vraiment de son invention. Et il imagine ce thème, qui est évidemment très inspiré de l'Antiquité grecque, vous voyez, avec cette composition en frise très caractéristique, avec un contre-jour audacieux, avec ses coiffures à la grecque, tuyautées, ses tuniques, cette lyre d'ivoire, cette couronne de laurier que portent les figures. Vous voyez aussi la frise à la grecque sur la voile, sur le bateau. Et à droite, une figure accablée du poète qui a posé sa lyre et semble absolument absorbé dans ses pensées, dans ses méditations. Et Gleyre a beaucoup mis de lui-même, en fait, dans ce tableau. Il a essayé de faire passer un peu tout l'élan, finalement, toutes les passions de sa jeunesse. Et il s'était enflammé, comme toute sa génération, quand il faisait ses études à Paris dans les années 1825-1827, pour les malheurs de la Grèce, vous savez, à ce moment-là, qui était opprimée par les Turcs. Et il a bien sûr tout à fait participé à ce grand courant en faveur de la Grèce. Il était même allé se recueillir sur la tombe de Lord Byron en route pour l'Égypte et quand il s'était arrêté à Missolonghi en 1834. Et ce tableau est un peu à l'origine du fameux spleen moderne et il clôt d'une certaine façon toute une période, la période romantique de Lamartine, et jette un pont en direction de l'avenir envers le symbolisme de la fin du siècle. Mais Gleyre, comme je vous le disais, a mis beaucoup de lui-même. Il avait eu un tempérament qui était très mélancolique, sujet parfois à des passages qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de vraiment dépressifs. Et en 1835, le 21 mars, il avait eu un souvenir personnel qu'il a consigné dans ses carnets. Il se souvient d'un très beau crépuscule sur le Nil. Et c'est finalement ce tableau qui est un peu rétrospectivement la mise en forme de ce souvenir qu'il avait frappé, cette vision d'une barque avec des anges qui chantaient une musique céleste. Et il écrit dans ses carnets « Je ne l'oublierai jamais de ma vie, cette triple harmonie des formes, des couleurs et des sons était complète. » Et Gleyre, en somme, donne forme à une expérience transcendante. La paix que ramène le soir, cet aède, ouvre son cœur et son âme au chant du monde, symbolisé ici par le cœur céleste des jeunes filles, aux modulations infinies. Il reste vague sur le lieu, vous voyez qu'il a évité, dans un premier temps, il avait pensé ajouter un peu de couleur locale, avec en particulier des ruines qu'il avait vues en Égypte, mais finalement il a renoncé pour un paysage beaucoup plus vide, beaucoup plus abstrait, et il voulait vraiment renouveler les formules. En tout cas, ce tableau a été vraiment un immense succès au Salon. Et d'ailleurs, un des critiques de l'époque, très connu, Arsène Houssaye, qui était journaliste et écrivain, mentionne le tableau comme l'œuvre la plus frappante du Salon. Et il écrit « Dans sa simplicité antique, l'artiste n'a pas voulu donner d'autres titres à son tableau. Il a laissé au spectateur intelligent la liberté de deviner que le vrai titre était le soir de la vie, les espérances qui s'en vont, les illusions perdues. » Songez que Les illusions perdues, le grand livre de Balzac, a été composé en plusieurs livraisons de 1837 à 1843.
et l'année de ce tableau, c'est 1843. Donc vous voyez que le soir, les illusions perdues, c'était vraiment quelque chose qui intéressait ce critique à ce moment-là. Alors le tableau, comme je vous l'ai dit, sans doute convoité par Arsène Houssaye lui-même, mais finalement il y a renoncé, et c'est l'État qui l'achète pour le musée du Luxembourg. Le musée du Luxembourg, c'était un peu l'antichambre du Louvre. C'est-à-dire qu'en fait, quand les artistes étaient vivants, les tableaux faisaient d'abord un séjour au musée du Luxembourg, et ensuite, à leur mort, ils intégraient les collections du Louvre. C'est la raison pour laquelle ce tableau, aujourd'hui, se trouve au Louvre. Alors, Gleyre, après ce tableau, évidemment, ce succès, a eu une carrière qui a été lancée. Il a fait un très grand tableau qui est aujourd'hui au musée de Montargis, qui s'appelle « La séparation des apôtres allant prêcher l'Évangile », qui a été accepté à l'unanimité par le jury du Salon. Il reçoit d'ailleurs une médaille de première classe au Salon. Et ensuite, c'est un artiste qui va se diriger vers l'enseignement. Il va avoir un atelier très, très fréquenté, très réputé à Paris. Il était de sympathie républicaine et il avait été très déçu par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Et il sera toujours un opposant républicain au régime du Second Empire. Et en 1853, un amateur, un particulier de Genève, lui commande 2 tableaux, un qui s'appelle Routébose et qui était perdu jusqu'à peu d'ailleurs, puisque quand le musée d'Orsay avait organisé une magnifique rétrospective de Charles Gleyre en 2016, le tableau figure au catalogue en noir et blanc, mais non repéré, absolument inconnu à ce moment-là. Et en fait, le tableau est donc réapparu il y a peu, le 22 novembre 2023, à Paris, dans une vente arcuriale. Et à ce moment-là, le musée Fabre a pu l'acheter. Alors, il a été acheté par voie de préemption. Alors, pour juste une petite parenthèse, pour vous expliquer ce que c'est qu'une préemption, donc en fait, le musée doit, quand il repère ce tableau, donc nous avons des alertes ArtPrice, nous avons tout un réseau évidemment qui nous met en contact avec tous ces tableaux qui sont sur le marché de l'art international. Il doit monter donc un dossier, le faire valider par le grand département. Alors le grand département, en l'occurrence, pour ce tableau qui est du 19e siècle, c'est le musée d'Orsay. Donc nous sommes en dialogue avec nos collègues du musée d'Orsay qui donnent un avis scientifique pour essayer de comprendre pourquoi le musée veut l'acheter. Donc il faut évidemment rédiger tout un dossier, une note d'opportunité, c'est son nom. Et il faut aussi que la ville, enfin la métropole en l'occurrence, s'engage à avoir les crédits suffisants, donc de l'argent public, pour pouvoir le payer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être payé par de l'argent privé, par exemple par un mécène. Il faut vraiment que ce soit inscrit sur les budgets d'investissement, donc votés, du musée Fabre. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces autorisations, qu'on a bien les finances aussi pour l'acheter, on se dirige vers la salle de vente et là, on reste muet pendant toute la vente et le commissaire-priseur donc demande, ça monte et bien sûr le musée s'est fixé un palier, c'est-à-dire qu'il estime que ce tableau vaut, en tout cas mérite la somme de peut-être 100 000 euros, 80 000 euros, en tout cas il a la somme qu'il souhaite mettre dans cet achat. Mais il reste silencieux. Le principe de la préemption, c'est de ne pas du tout participer aux enchères. Et quand le commissaire-priseur adjuge son tableau, que le marteau va tomber, avant que le marteau tombe, la personne qui préempte pour le musée Fabre doit se dresser dans la salle et dire « préemption de l'État au bénéfice du musée Fabre ». Et donc, le musée, grâce à ce droit de l'État, l'emporte sur le dernier enchérisseur. Voilà, c'est le principe de la préemption. Et donc ce tableau, qui a fait un petit peu plus que 70 000 euros, a été acheté par voie de préemption. En novembre, je crois que vous l'avez d'ailleurs sur le cliché, le 22 novembre 2023. Alors le tableau en question, qui est donc le tableau suivant, alors ça c'est le tableau, voilà,
le tableau en question de Charles Glair, donc Ruth et Boz, qui est un tableau en très bel état en plus, qui n'a pas du tout souffert, et qui est ce fameux tableau que cet amateur genevois avait commandé à Glair en 1853, et qui donc réapparu il y a peu de temps sur le marché international. Le thème est un thème biblique, vous l'avez compris. Le livre de Ruth permet donc d'avoir... Glair s'est inspiré d'un passage de ce texte célèbre de la Bible. Noémie, qui était veuve, avait quitté Bethléem pour fuir la famine et se rendre au pays de Moab. Ses deux fils épousent deux Moabites, Orpa et Ruth. Et après la mort des fils, Ruth accompagne sa belle-mère Noémie et rentre à Bethléem. Pendant ce très long voyage, elle traverse les moissons d'un riche parent de Noémie qui s'appelle Boz et qui les autorise à glaner. Car il y avait une coutume juive qui disait que les nécessiteux pouvaient glaner ce qui tombait des gerbes derrière les moissonneurs. Et donc c'est ce que représente Charles Glair. Donc vous voyez au premier plan, il décrit le moment précis où Boz remarque Ruth dans son champ. Il s'adresse à un moissonneur, vous voyez là au centre, et Ruth au premier plan, qui semble ignorer le geste de Boz qui est au centre de la composition, est en train de ramasser un épi, et elle forme un triangle, vous voyez, très rigoureusement construit. C'est vraiment un tableau d'un classicisme tout à fait exemplaire, avec cette composition en frise qui doit beaucoup à Poussin, et aussi les deux groupes des femmes, vous voyez, qui réagissent à l'événement sur la droite. Il y en a une qui se retourne, elle est en train d'écouter ce que dit Boz et qui s'adresse à son serviteur, et vous voyez qu'il y a il a réparti de chaque côté un groupe féminin et un groupe masculin, un qui est penché vers l'avant et l'autre, vous voyez, presque la même figure, qui regarde au contraire à l'intérieur du tableau. Là, il y a vraiment des rythmes, des rimes plastiques qui sont extrêmement savantes, une lumière aussi absolument magnifique. Le rendu de la moisson et de la lumière sur ces collines desséchées est tout à fait extraordinaire. Alors le thème vient bien sûr de Poussin, dans ce célèbre tableau du Louvre, qui date de la fin de la vie de Poussin, avec de la série des saisons, vers 1760-64, et vous voyez que là, Boz s'adresse à un serviteur pour lui demander donc d'autoriser Ruth à cueillir ces restes de moisson. Donc ça a été vraiment le modèle pour de très nombreux peintres à ce moment-là, et Glair, bien sûr, avait en mémoire ce tableau qui était un des plus célèbres de Poussin, conservé dans les collections du Louvre. Et au même moment, il y a, voilà, je voulais vous mettre aussi ce tableau de Puvis de Chavannes qui montre qu'il y a vraiment une fortune critique du thème de Ruth et Boz. À ce moment-là, il y a Puvis de Chavannes, il y a aussi Jean-François Millet qui va s'emparer de ce sujet. Beaucoup d'autres artistes, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais ont traité ce thème un petit peu avant Glair, dans les années 1820-1830. Et là, Puvis de Chavannes, qui était né en 1824 et qui avait étudié auprès de Thomas Couture, se révèle à 30 ans sur la scène artistique avec ce tableau qui faisait partie d'un cycle de peinture murale sur les saisons. Et souvent, l'été était représenté par le thème de Ruth et Boz, précisément. Et ce tableau que vous voyez de Puvis de Chavannes avait été fait pour un château, le château de Brouchy, en Bourgogne. C'était un petit château charmant, néo-gothique, qui existe toujours. Et donc, Puvis de Chavannes avait fait ce tableau. Vous voyez, est-ce qu'il a connu le tableau de Glair ? C'est possible. En tout cas, les dates sont tout à fait concomitantes. Voilà. Et l'autre tableau qui, lui, était déjà connu, qui est passé en vente il y a quelques années, que Glair avait réalisé pour cet amateur genevois, en plus de Ruth et Boz. C'était une autre rencontre, mais celle-là pas du tout biblique, inspirée d'Homère, du chant 6 de l'Odyssée, qui narre la rencontre entre Ulysse et Nausicaa.
donc dans cette île des Phéaciens, qu'on identifie parfois comme l'île de Corfou. Donc c'est un tableau là aussi avec une science des drapés absolument extraordinaire, ces drapés ciselés, l'habileté de Gleyre à rendre les figures, ces figures très justement observées d'après le modèle vivant, la justesse de la répartition des figures, le côté ciselé. On voit qu'il a regardé beaucoup la sculpture antique pendant son long séjour en Italie, à Rome, et ses qualités finalement de correction du dessin, c'est un magnifique dessinateur, font que son atelier va être extrêmement réputé, extrêmement suivi, et beaucoup d'artistes de la génération du Second Empire, et non des moindres, on va revenir là-dessus, vont fréquenter son atelier. Précisément, au début des années, à la fin des années 50 et au début des années 1860 du 19e siècle, un artiste va fréquenter l'atelier de Charles Gleyre à Paris, c'est Frédéric Bazille. Alors Frédéric Bazille avait été formé, il avait commencé la médecine à Montpellier, il avait commencé à étudier aussi le dessin dans un atelier, l'atelier des Bossans, et puis finalement il gagne Paris où il va fréquenter et s'inscrire dans l'atelier de Charles Gleyre, qui était à ce moment-là l'un des plus réputés, des plus connus. Et son père, Gaston Bazille, accepte que son fils poursuive ses études à Paris de dessin dans l'atelier de Gleyre, à condition qu'il poursuive ses études d'abord de médecine, puisqu'en fait sa famille voulait avant tout qu'il soit médecin. Mais Frédéric était passionné par le dessin, passionné par la peinture, et donc peut-être pour rassurer ses parents, et sur les conseils d'un cousin d'ailleurs des Bazille, Eugène Castelnau, il intègre l'atelier de Charles Gleyre. Alors là, il a dessiné d'après les plâtres, d'après le modèle vivant. Et là, vous voyez deux exemples d'académies, comme on disait à l'époque, qui sont conservées dans les collections du musée Fabre. Alors l'académie masculine, il y est présente dans les collections, dans le cabinet des dessins depuis longtemps. Par contre, l'académie féminine, que vous voyez, a été acquise il y a quelques années seulement chez les descendants des Bazille, donc elle a intégré la collection du musée, ce qui fait que maintenant on a ces deux magnifiques académies qui montrent les premiers pas finalement d'un très jeune peintre qui arrive à Paris à la fin de l'année 1862 et au tout début de l'année 1863. Il dessine dans l'atelier de Charles Gleyre. Alors il l'appelle dans sa correspondance le patron. Pour vous dire que c'était Charles Gleyre, c'était vraiment, il en imposait par ses qualités de dessinateur. Donc il était très discret, très taiseux, comme on dit. Il donnait peu d'avis, mais quand il en donnait un, c'était quelque chose qui portait. Et d'ailleurs, le très jeune Bazille, peu de temps après son installation à Paris, écrit à sa mère « Monsieur Gleyre m'a dit que je faisais des progrès ». Et il annonce ça de façon triomphale à sa mère qui, évidemment, il essaye surtout de rassurer ses parents, puisque ses parents sont absolument persuadés qu'il fait un peu en mineur des études de dessin et de peinture, mais plutôt en majeur des études de médecine. Voilà. Mais surtout, ce qui est important pour le jeune Bazille, c'est qu'il va rencontrer dans cet atelier de Charles Gleyre à Paris des artistes qui vont devenir ses camarades très proches, et non des moindres, puisqu'il y avait déjà, quand il arrive dans l'atelier de Gleyre, Auguste Renoir, il va rencontrer Monet et bientôt Sisley, avec qui il va nouer une relation d'amitié tout à fait extraordinaire. Donc cet atelier Gleyre a été finalement le creuset de toute la génération des futurs impressionnistes. Et d'ailleurs, nous allons fêter, vous savez, dans quelques semaines, le 150e anniversaire de la première exposition impressionniste. Il va y avoir une très grande exposition au musée d'Orsay. Et dans le cadre de ces manifestations nationales, nous avons noué un partenariat avec le musée d'Orsay afin de recevoir 2 dépôts pendant cet anniversaire, donc au printemps 2024, avec le Fifre de Manet et le portrait de Zola de Manet, du musée d'Orsay,
qui vont être généreusement prêtés au musée Fabre pour faire une petite exposition dite dossier dans une salle pendant tout le printemps, une façon pour les musées de région de s'associer à ce 150e anniversaire qui va être, vous allez beaucoup en entendre parler à la télévision et dans les journaux dans les prochaines semaines, puisque c'est l'événement de ce printemps. Et donc Frédéric Bazille est bien sûr à l'origine de ce mouvement international. Et alors pour compléter, vous voyez, cette formation dans l'atelier de Charles Glaire, il met en pratique, non plus là en dessin, mais vous voyez, en peinture, il essaye de convaincre ses parents que finalement il va choisir le métier de peintre, et en 1864, il renonce à se présenter à ses derniers examens de médecine, et il réalise cette magnifique étude de femmes nues, allongées, qui évidemment synthétise un peu tout son apprentissage chez Charles Glaire, et très fier de lui, il expédie immédiatement le tableau à Montpellier, et aujourd'hui il est donc conservé dans les collections du musée Fabre. Alors, cet apprentissage dans l'atelier de Charles Glaire, bien sûr, débouche sur des tableaux qui vont rendre Bazille très célèbre. Alors, évidemment, là, je vous ai montré la vue de village, parfois appelée la vue de Castelnau, qu'il réalise en 1868, puisque Bazille passait tous ses étés à Montpellier dans sa famille, donc dans le domaine de Méric, et donc il réalisait ces tableaux pendant l'été. Après, il est ramené à Paris, il est complété pendant l'hiver, et il est présenté au début du printemps, en mars, pour la sélection du Salon, qui était toujours extrêmement douloureuse pour ces très jeunes peintres, puisque la plupart du temps, ils étaient écartés du Salon, retoqués. Mais Bazille, pour ses qualités d'équilibre, de classicisme, de magnifique rendu aussi de la lumière, est accepté au Salon de 1869 avec cette vue de village qui est peut-être le premier tableau qu'on pourrait qualifier d'impressionniste. Vous voyez, on est quelques années avant 1874, vraiment la date de naissance du mouvement, mais là c'est un des tableaux vraiment miraculeux pour le rendu de la lumière et de la couleur. Et d'ailleurs, une des grandes peintres impressionnistes, Berthe Morisot, ne s'était pas trompée. Elle écrivait à sa sœur, Emma, après sa visite au Salon, une phrase qui est un passage d'une lettre qui est souvent citée, mais qui est directement en rapport avec ce tableau. Elle écrit « Le grand Bazille », parce que Bazille était très très grand, donc elle écrit à sa sœur « Le grand Bazille a fait une chose que je trouve fort bien. C'est une petite fille en robe très claire, assise à l'ombre d'un arbre, derrière lequel on aperçoit un village. » Là, c'est la vue de Castelnau. Il y a beaucoup de lumière et de soleil. Et là, c'est très important parce que c'est vraiment tous les artistes, depuis plusieurs années, cherchaient à intégrer une figure en plein air. Et Berthe Morisot finit sa lettre en disant « Il cherche ce que nous avons si souvent cherché, mettre une figure en plein air, et cette fois, il me paraît avoir réussi. » Vous imaginez la prouesse de Frédéric Bazille, donc, qui est un très jeune homme, qui a à peine 26 ans, qui réussit à finalement se faire connaître, à percer lors de ce salon de 1869 à Paris. Alors il va réitérer en 1870, donc il a été accepté en 69. En 70, il y a beaucoup de ses amis qui sont écartés. Renoir peut figurer au salon. Alors là, je n'ai pas le cliché, mais vous vous souvenez, parce que nous l'avions fait venir lors de la rétrospective Bazille à Montpellier en 2016. On avait fait venir la scène d'été. Vous vous souvenez, ces baigneurs au bord du Lèze, en pleine lumière. Et là aussi, c'est un des tableaux miraculeux pour le rendu de la lumière et en plein air, et la lumière et la couleur, les deux à la fois. C'est une très très grande réussite. Le tableau figure au salon de 70, c'est un effet de soleil absolument miraculeux. Le tableau est très bien placé au salon, et il est commenté, et on peut considérer que vraiment à ce moment-là, Bazille est vraiment lancé dans
monde de l'art. En 1870, on va en venir maintenant à un autre tableau sur le thème de Routhébose qui est rentré, lui, dans les collections du musée Fabre en 2004. Et il s'agit du testament artistique de Frédéric Bazille. Vous savez que Bazille est mort à 28 ans, à la guerre de 1870, et il restait dans la famille un certain nombre de tableaux que j'ai eu la chance et vraiment l'honneur de pouvoir acquérir et faire rentrer dans les collections du musée. Vous imaginez qu'il y a une 50aine de tableaux en tout à travers le monde, et donc les derniers tableaux qui étaient en possession en main privée, il fallait bien sûr les capter avant qu'ils s'échappent en Amérique et les garder dans le musée Fabre, qui est le musée de référence pour l'œuvre de Frédéric Bazille. Et là, contre toute attente, en 1870, après s'être fait connaître au salon par des tableaux lumineux, des tableaux de plein air, des tableaux réalistes finalement, qui mettaient en scène cette jeune fille assise à l'ombre d'un arbre en face au-dessus du Lez et en face de Castelnau, ces baigneurs au bord du Lez, donc c'était des sujets modernes, comme on disait à l'époque. Contre toute attente, Bazille renonce à ces sujets et s'empare de ce sujet biblique de Routhébose. Alors le sujet, comme je vous l'ai dit, était déjà très connu puisque son maître, Charles Gleyre, l'avait réalisé. C'est le tableau que nous avons vu précédemment. Et on sait d'ailleurs que Gleyre le proposait en exemple à ses élèves, quand il avait ses élèves dans son atelier. Il leur proposait souvent comme sujet d'étude le thème de Routhébose. Donc c'est dire combien Gleyre était attaché à ce sujet. Mais d'autres artistes s'étaient emparés de ce sujet, en particulier Cabanel en 1868, le tableau est au musée Fabre, et aussi Millet, je vous l'ai dit, il y a... on revient à ce tableau, mais plus Bazille s'intéresse là directement au sujet de Routhébose, mais plus que la Bible, et sa source première, c'est le fameux poème de Victor Hugo, Bose endormi, qui fait partie de la légende des siècles et qui avait été publié en 1859. Alors Bazille était très admiratif de Victor Hugo, grand lecteur de poésie, grand lecteur de Victor Hugo, et donc il s'empare de ce sujet qui est évidemment un peu surprenant, puisque c'est un sujet nocturne, alors que nous avions habitués à des scènes de soleil, des scènes de plein air, et il opte pour ce paysage nocturne avec deux corps juxtaposés, le corps sensuel de Routh, vous voyez, qui est allongé, le buste relevé en direction du ciel, et au premier plan, vous voyez un Bose endormi. Alors il a assez vite trouvé, on connaît beaucoup de dessins, il a assez vite trouvé la position de Routh. Il a un peu plus tâtonné pour la position de Bose, où il avait d'abord représenté les jambes parallèles, complètement allongées, puis finalement il a relevé un genou. Il a un peu tâtonné aussi pour la position du bras et de la main. Mais il a sans doute, alors Bazille a sans doute connu la composition de Puvis de Chavannes. Alors j'ai oublié de vous dire que Puvis de Chavannes, qui était, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au début de sa carrière dans le tableau Routhébose, était à ce moment-là, dans les années 60 du 19e siècle, très commenté et très remarqué au salon. Et le maître avait même félicité avait félicité Bazille lors de sa parution au salon de 1869, quand Bazille avait présenté La Vue de Village. Donc Bazille avait dit à ses parents, très flatté, oui, mais Puvis de Chavannes m'a fait des compliments pour mon tableau. En tout cas, Bazille a dû voir au salon de 1867 cette célèbre composition de Puvis de Chavannes, qui est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Lille et qui a été présentée au salon de 67. Le sommeil, vous voyez cette grandeur intemporelle, ce paysage très vide, ce lointain, cet immense ciel, une grande figure allongée au premier plan, vous voyez, qui rappelle un peu celle de Bazille dans Routhébose, et puis à l'arrière-plan, il y a un adolescent couché qui regarde vers l'horizon,
mais cette position allongée n'est pas sans rappeler, dans l'autre sens, la position que Basile adopte pour camper route dans ce paysage. Et par rapport à Puvis de Chavannes, Basile va encore plus loin. Alors on va revenir sur le tableau de Basile, il va encore plus loin dans la stylisation des formes et dans le dépouillement du paysage, avec cette ambiance un peu désolée, un peu mystérieuse, un peu mélancolique aussi. Alors il faut vous dire que le tableau est inachevé. C'est vrai que quand vous allez au musée Fabre, que vous voyez ce tableau, c'est un tableau extraordinaire parce qu'il est d'une force incroyable, même s'il y a des passages, des endroits, en particulier à gauche, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave, voilà, à gauche, vous avez une zone totalement sans peinture, et les meules aussi à l'arrière-plan sont un tout petit peu informes. Vous voyez le cèdre qui a été précisé, même la figure de Boz endormi au premier plan est suggérée, mais malgré cela, le tableau garde une puissance et une forme, une puissance et une présence extraordinaire. Alors, je vais vous lire quelques passages du poème de Victor Hugo pour bien vous faire sentir à quel point Basile était imprégné de ce poème. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas regarder ce tableau sans... Je crois d'ailleurs que M. Pasteur vous a mis sur le programme le poème de Victor Hugo, car on voit bien que Basile a lu attentivement ce poème de Victor Hugo, il a médité chaque vers et il a essayé de traduire dans son tableau toute la poésie du poète, du maître qu'il admirait. Par exemple, il dit « Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril, sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Boz était bon maître et fidèle parent, il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Boz plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. » Ça, ce sont vraiment des passages que Basile a médités. Et puis, un peu plus loin, dans le poème, là, il y a vraiment, je crois, des suggestions qui sont vraiment traduites directement par Basile. On va revenir là-dessus, mais un peu plus loin dans le poème, il est écrit « Ainsi parlait Boz dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux, par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. » Vous voyez, dans son paysage, il s'est inspiré uniquement du cèdre, du grand cèdre bleu de Méric, qui existait à ce moment-là dans le domaine de Méric. D'ailleurs, on le retrouve dans d'autres compositions de Frédéric Basile, ce magnifique cèdre. Donc là, il prend une signification, bien sûr, très particulière. Et Victor Hugo écrit encore « Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée au pied de Boz, le sein nu. Boz ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle, les anges y volaient sans doute obscurément. » Et encore un peu plus loin, la respiration de Boz qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Boz dormait. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement, une immense bonté tombée du firmament, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'Éternel était, avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Et vous voyez cette lune extraordinaire que vous avez dans le ciel,
et ces meules informes dont parle Victor Hugo, vous voyez que Basile a essayé de les suggérer à l'arrière-plan. Donc je crois qu'il y a vraiment une équivalence tout à fait saisissante entre les vers du poète et ce que Basile était en train de transcrire dans la solitude de son dernier été montpelliérain. Alors c'est une œuvre vraiment inclassable, qui est une espèce de mélange de naturalisme et de classicisme. Il rompt, comme je vous l'ai dit, avec la luminosité intense des scènes de plein air des années 1867-1870. Et il a, alors, un de ses premiers historiens, le chanoine Sarraute, après la guerre, qui a beaucoup étudié Basile, l'un des premiers d'ailleurs à avoir bien étudié Basile, rapporte que Basile se faisait amener des gerbes de blé par ses cousines, Amérique, et qu'il regardait longtemps des épis au clair de lune. Bon, il signale qu'évidemment il y a ce grand cèdre bleu dont je vous ai parlé qui figure dans le tableau. Mais Basile était à ce moment-là très marqué par l'art des maîtres, l'art des musées. C'est un très bon connaisseur. Il avait beaucoup fréquenté les musées, pas que à Paris d'ailleurs. Le musée Fabre, ça va de soi, mais il avait visité d'autres grands musées de région. Et il avait une culture visuelle tout à fait extraordinaire. Et il admirait en particulier Corot. Il écrit à sa mère, « Pour moi, Corot est le premier des paysagistes passés et présents. » D'ailleurs, il y a un paysage de Corot qui est aujourd'hui à Chantilly et qui est sans doute une source positive très évidente pour la position de route à l'arrière-plan. Alors, comme je vous le disais, Basile est retiré Amérique en 1870. Il arrive après le salon, comme chaque année. Comme je vous l'ai dit, il a eu un succès au salon de 1870. On considère qu'il est finalement lancé. Et il se retrouve, Amérique, étrangement seul. Sa famille n'est pas là. Et il écrit à son ami Edmond Maître, l'écrivain, musicien avec qui il était très très proche à ce moment-là. Il faisait beaucoup de musique avec lui à Paris. Il écrit « Cette solitude me plaît infiniment. Elle me fait beaucoup travailler et beaucoup lire. » On peut imaginer qu'il lisait beaucoup la poésie de Victor Hugo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce thème biblique lié à la perpétuation de la race humaine était particulièrement cher à Frédéric Basile, qui était à ce moment-là très préoccupé par les idées de mariage. Alors, il avait tous ses amis les plus chers, comme Renoir, comme Monet, qui étaient tous avec des compagnes, et Basile était vraiment très préoccupé par les questions de mariage. Il avait plusieurs tentatives avaient échoué, et on peut même penser que la figure de Boze est un peu une identification de Basile s'était projeté dans cette figure de Boze, avec ce crâne chauve, avec ce climat un peu méditatif, un peu sombre aussi, un peu rêveur. Et en 1869, il confiait à sa mère, il y avait eu plusieurs tentatives de mariage, et il écrivait « Une fille de 20 ans, fort séduisante, qui semble vous adorer, cela émeut. Si j'avais quelques années de moins et quelques cheveux de plus, il est probable que je deviendrais tout à fait amoureux. » Alors il était très obsédé par sa perte de cheveux, il a commencé à en perdre sans doute vers 26-27 ans. Et vous voyez que Boze, là, a ce crâne très dégarni. Donc cette projection sur la figure de Boze me paraît tout à fait suggestive. Il écrit pendant ces semaines de tranquillité, de concentration à Montpellier, il écrit à Maître à Paris, « La chaleur fait tout évaporer et règne tranquille et seul. » Donc il était seul dans cette maison, avec bien sûr tous les domestiques, le métayer, mais en tout cas il n'était pas distrait comme les autres étaient, avec toute la famille, les cousines, et cette agitation. Et il se rend à Montpellier, et là, il faut vous dire que pendant ce dernier été 1870, il y avait une fièvre qui gagnait, puisqu'on était à la veille de la déclaration de guerre, et il écrit à Maître, il avait pris, donc il venait en ville, il descendait en ville, et il écrit, « Décidément, jamais je ne crierai vive aucune guerre,
j'ai entendu ce cri 8 jours de suite à Montpellier. Il était effaré par cette humeur belliciste qui avait gagné la ville. Il faut savoir que la France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet. Il faut imaginer que ce jeune homme qui écrivait ces quelques mots précédemment s'engage le 16 août pour la guerre. Et donc, son ami maître à Paris est mis au courant et tout de suite réagit. « Vous êtes fou, lui écrit-il, archi fou. Je vous embrasse de tout mon cœur. Que Dieu vous protège. Pourquoi ne pas consulter un ami? Vous n'avez pas le droit de prendre cet engagement. » Et Renoir, qui était avec Maître à ce moment-là, Auguste Renoir, écrit au bas de cette feuille, de cette lettre qui est conservée, 3 fois merde, archi brute. Basile laisse son tableau à jamais inachevé. De la fin août 1870 au 27 septembre 1870, il s'embarque pour l'Algérie, à Philippeville. Ensuite, il revient en France et tombe sous les balles des Prussiens le 28 novembre 1870. Donc le tableau était resté à Méric, conservé depuis, et en 2004, fort heureusement, après une restauration, puisqu'il avait quelque peu souffert, il a pu intégrer les collections du musée Fabre. Et la recherche ces dernières années, surtout à l'occasion de l'exposition de 2016, a permis de radiographier le tableau, et on s'est rendu compte que derrière ce tableau, Basile avait récupéré la toile, en fait, qui était restée un peu à l'écart, comme ça, abandonnée dans le domaine de Méric. Et dessous la composition de Routhéboz, il y a une composition qu'on cherchait, qu'on n'avait jamais retrouvée, mais en fait, elle existe, elle est sous le tableau. La radiographie existe, et c'était La jeune fille au piano de Frédéric Basile, un magnifique tableau qui avait été, lui, rejeté au salon de 1866, mais qui est connu par la correspondance. Et en fait, la radiographie montre très nettement que le tableau, La jeune fille au piano, se trouve sous le fameux Routhéboz du musée Fabre. Voilà, donc en 2004, le tableau a pu intégrer, comme je vous l'ai dit, les collections du musée, avec un autre tableau de fleurs que vous pouvez aussi admirer dans la salle Basile du musée Fabre. Et 2 ans avant, nous avions pu acheter La petite italienne chanteuse des rues et Le jeune homme nu couché sur l'herbe, et aussi d'autres tableaux moins importants par la suite. Donc l'ensemble, évidemment, maintenant, tout à fait extraordinaire. Mais donc je voulais vous montrer ces 2 sujets, d'abord liés par le thème, inspiré bien sûr de la Bible, mais pour Basile surtout de Victor Hugo. 2 sujets qui sont aussi de 2 artistes qui se sont fréquentés, l'un évidemment plus âgé et en tant que maître de Frédéric Basile, Basile l'élève, mais qui s'est formé chez Charles Gleyre, et Charles Gleyre donc avait dû lui montrer ce tableau, lui parlait beaucoup de ce tableau Routhéboz, et je trouve très émouvant finalement qu'après tout ce temps, le tableau de Charles Gleyre ait pu intégrer les collections du musée Fabre et venir dialoguer avec le tableau de Frédéric Basile, qui est considéré comme son testament artistique. Voilà, je vous remercie.